Un 1er mai, c'est l'occasion de réfléchir au travail, de réfléchir à ceux qui ont réfléchi au travail. Bonjour Perrine Simon-Naoum. Bonjour. Vous êtes philosophe, on vous doit notamment la nouvelle Causalité diabolique publiée aux éditions de l'Observatoire, un livre où vous évoquez notamment l'antisémitisme et la manière dont celui-ci résonne avec la démocratie et ses formes contemporaines. C'est un sujet qu'a évoqué, ça n'est pas le seul, mais c'est un sujet qu'a évoqué bien sûr Hannah Arendt. J'ai voulu vous inviter parce que je me dis qu'aujourd'hui, s'il y a une philosophe qui résonne tous les jours avec l'actualité, c'est Hannah Arendt. Peut-être quelques mots tout d'abord pour la présenter à ceux qui ne la connaîtraient pas. Perrine Simon-Naoum. Oui, Hannah Arendt fait partie de cette génération de philosophes qui entrent en philosophie dans les années 1920 autour d'un maître qui est Heidegger. Très vite, elle va se heurter à l'antisémitisme en Allemagne. Donc, elle naît à Königsberg en 1906 et elle sera amenée à quitter l'Allemagne parce que juive en 1933. Elle vient à Paris en 1933. Elle est arrêtée en 1939 et internée au camp de Gurs, et elle arrivera à quitter la France pour rejoindre les États-Unis en 1941. Ensuite, elle va passer donc la suite de sa carrière aux États-Unis et de là, elle va réfléchir à la refondation d'une philosophie politique dans la ligne d'une pensée sur son livre majeur intitulé « Les origines du totalitarisme » qui paraît en 1951. Il sera publié beaucoup plus tard en France. Et à partir du phénomène du totalitarisme, Hannah Arendt va repenser l'ensemble des phénomènes de la société moderne, dont le travail, vous en avez parlé, mais aussi la communauté, mais aussi la génération. Finalement, elle va chercher à établir ce qu'on pourrait appeler une philosophie de la relation, en montrant que l'homme n'est jamais isolé dans le monde, mais qu'il doit parvenir donc à trouver sa place dans le monde en construisant une communauté et en faisant politique. Je vous propose justement d'entendre la voix d'Hannah Arendt où elle évoque la question du travail, comme vous allez l'entendre, en lien avec la consommation, parce que pour elle, le travail était en quelque sorte l'envers, le corollaire de la société de consommation. C'était en 1964. Vous voyez, pour moi, le travail et la consommation ne sont que les deux faces d'un même phénomène, c'est-à-dire ce cycle où oscille la vie, où oscille toute vie. C'est pourquoi c'est si important et, me semble-t-il, si malsain, parce qu'il s'agit d'une manifestation de l'absence de monde. Le monde paraît ne plus avoir d'importance. Le monde compris comme lieu d'émergence du politique. Je l'entends maintenant dans un sens plus large, comme l'espace dans lequel les choses deviennent publiques, comme l'espace dans lequel on vit et dans lequel on doit paraître présentable, dans lequel l'art apparaît bien sûr. Mais dans le travail et la consommation, l'homme est totalement replié sur lui-même. Perrine Simon-Naoum, on vient d'entendre la voix d'Hannah Arendt, philosophe qui a pensé le travail et qui l'a pensé notamment dans un livre extrêmement important, La condition de l'homme moderne, paru en 1958. Donc elle pense le travail comme l'envers de la consommation. Qu'est-ce que ça signifie pour elle ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Hannah Arendt a défini le travail comme elle le dit dans cet extrait, quelque chose qui est une activité liée à la vie biologique. Maintenant, il faut faire très attention et ne pas se méprendre sur cette définition, c'est-à-dire qu'en réalité, on pourrait penser qu'elle traite le travail en mauvaise part, c'est-à-dire qu'elle montre finalement que le travail, c'est l'activité qui nous permet de survivre, à savoir trivialement de nous nourrir, c'est-à-dire que nous métabolisons
et nous consommons finalement tout ce qui nous permet de survivre. Mais c'est aussi pour mieux préciser, et elle le fait tout de suite dans cet extrait, que le travail doit être pensé en complément de deux autres notions qu'elle appelle l'œuvre et l'action. Et l'œuvre et l'action sont deux notions par lesquelles l'homme, d'une part, trouve un prolongement à travers l'œuvre. On pourrait dire que c'est quelque chose, par exemple, l'œuvre est artisanale. L'œuvre, ce serait une table, et la table nous survit. Et l'action qui débouche sur la liberté, qui débouche sur la relation à l'autre. Donc, en réalité, la notion de travail chez Arendt doit toujours être pensée comme amenant vers une ouverture sur l'autre, une ouverture sur le monde, et finalement, comme elle le dit elle-même, une ouverture sur le politique, qui est la nature de toute société. Et oui, parce qu'en fait, elle revient aux origines, en quelque sorte, de la philosophie. Perrine Simon-Naoum, pour elle, le zone politikon, l'homme comme animal politique, est au fondement, en quelque sorte. Absolument. Ce qui est très frappant chez Arendt, c'est la manière dont elle développe une pensée qui est, je dirais, faussement facile. Sa démarche est toujours la même, c'est-à-dire qu'elle consiste d'abord à faire une étude étymologique et historique. Mais pour autant, Arendt ne doit pas être lue comme une historienne, elle doit vraiment être lue comme une philosophe. Et donc, qu'est-ce qu'elle va montrer ? Elle va montrer finalement que le travail a pris une place prédominante, et c'est ce qu'elle critique, dans l'expression de la société moderne. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Ça s'est fait d'une part au début des temps modernes avec la transformation, le passage de ce qu'elle appelle la vita contemplativa, qui était la vie finalement contemplative, la vie des moines, on pourrait dire, dans les monastères, qui passaient leur temps dans la spiritualité, vers une vita activa, d'engagement dans le monde, et un deuxième renversement qu'elle va attribuer à Marx dans sa critique de Marx, et elle travaille beaucoup sur Marx dans les années 1950, elle avait même le projet d'écrire une biographie de Marx, projet qu'elle va abandonner. Elle critique Marx finalement pour la prédominance qu'il donne au travail. Chez elle, le travail doit toujours trouver effectivement son complément dans l'œuvre et l'action, et c'est la critique qu'elle formule à l'égard de la modernité, finalement, de cette forme d'appauvrissement qui est de réduire l'homme au travail, et dit-elle, ce qui sera encore plus horrible, et d'une certaine façon, elle se rappelle de la crise de 29, de réduire l'homme au travail, un homme qui n'a plus de travail. Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas l'accuser, Hannah Arendt, d'avoir une pensée très aristocratique du travail, ou alors anti-moderne, Perrine Simon-Naoum ? Non, je ne crois pas. Elle voit parfaitement les dévoiements que la société moderne et la société capitaliste fait subir au travail. Et d'une certaine façon, je dirais qu'elle ne se berce pas des illusions de Marx, qui pensait que le travail serait amené à dépérir dans une société communiste. Ce qu'elle conteste, elle, avant même Marx, ce sont les économistes libéraux comme Adam Smith, dont elle dit que finalement c'est eux qui ont, avant Marx lui-même, avant Marx et Engels, amené la fonction communiste, et elle parle de fonction communiste, en mettant l'utilité au-dessus de la beauté, et finalement en réduisant notre existence au monde au fait de consommer aussi rapidement des produits que nous avons fabriqués. Mais alors, pourtant, dans la tradition philosophique, beaucoup de philosophes considèrent qu'on se réalise au travers du travail. Si on prend par exemple Hegel, il y a là, chez lui, une pensée extrêmement positive du travail. Est-ce qu'il y a une inflexion, une rupture entre ce que disait Hegel, par exemple, et ce que dit Hannah Arendt, Perrine Simon-Naoum ? Hannah Arendt appartient au courant de la phénoménologie, c'est-à-dire qu'elle pense, contrairement à Hegel, non pas l'homme en surplomb du monde, mais l'homme toujours en relation avec le monde. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre sa définition du travail, c'est-à-dire que celui-ci ne se pense pas seulement finalement comme le moyen d'assurer notre survie biologique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout ramener au vital, mais il faut aussi comprendre que notre relation au monde, eh bien,
c'est une façon de donner un sens à notre existence et que ça passe, je dirais, au-delà de la fabrication des objets, par le sens que nous y mettons et la possibilité finalement de surmonter la finitude qui est la nôtre, puisque ces objets qui apparaissent au terme de l'œuvre et ces communautés finalement politiques qui apparaissent dans l'action et dans la liberté, eh bien nous espérons qu'elles vont nous survivre. Bon, mais hélas, il est compliqué de donner complètement tort à Hannah Arendt, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, la politique est un mot de plus en plus dépossédé de son importance, au contraire de la consommation et effectivement de cette relation au travail qui est de plus en plus absorbante et probablement de moins en moins émancipatrice. Mais je crois que c'est là où justement elle est d'une brûlante actualité, c'est-à-dire que d'une part, elle ne pense jamais, et ça lui sera reproché, en économiste, c'est-à-dire qu'elle ne réduit jamais l'activité de l'homme à la simple production, et elle attire notre attention en permanence sur la nécessité pour nous d'entretenir des relations avec les autres et avec le monde. Le travail en est une partie, ça n'est pas le tout. Et donc, on peut s'inquiéter des usages qui sont faits d'Arendt ou des mésusages qui sont faits d'Arendt, appliqués par exemple au néo-management. Non, Arendt ne donne pas une recette pour mieux manager les travailleurs au sein des sociétés. Elle montre justement que le monde, au-delà de la subsistance du vital, est construit de beaucoup d'autres éléments. C'est d'ailleurs un thème que nous allons aborder dans quelques minutes avec vous, Perrine Simon-Naoum, puisque l'autre usage qui est dans l'actualité, c'est évidemment la pensée qu'Arendt a consacrée à la barbarie, à notamment la question du mal, avec un terme qui vient d'Arendt, mais qui a été très galvaudé, la banalité du mal. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La nouvelle causalité diabolique, c'est aux éditions de l'Observatoire.